Suite au non-succès de la précédente vidéo, voici la continuation à nos non-populaires chroniques, à la non-demande de nos non-spectateurs. Bonjour, je suis toujours je. La vidéo précédente sur Spiral Zone contient des insuffisances. Il fallait relever que les scripts évitaient d'aborder les questions géopolitiques ou logistiques, préférant mettre l'accent sur l'action, bien que l'on justifie généralement le déploiement du Commando Zéro pour des causes stratégiques. C'est frustrant, mais après tout pourquoi pas. Le véritable problème, c'est que l'écriture est parfois trop schématique, décevant souvent le potentiel des scénarios. Tout ça pour dire, il y a un élément nouveau. Il existe un film réalisé en 1992 sur le sujet. Réalisé par Takao Nakano, Spiral Zone n'est en fait que le titre alternatif de Joe Kageki Honban Shishin, enfin paraît-il. C'est un Pinko Ega, ce qui devrait prouver que ce Spiral Zone est bien plus adulte que les séries. N'ayant pu retrouver le film, il a fallu se rabattre sur un autre film de Takao Nakano, ce qui donnera une idée de son travail sur Spiral Zone. Exorcister. Oui, oublions ça. Décembre 1978. La deuxième série animée Lupin III à veste rouge, Edgar le détective cambrioleur en France, est diffusée depuis un an au Japon quand le film Le Secret de Mamo, dont il est la deuxième occurrence cinématographique, sort. La franchise est très populaire, et la dite série durera 3 ans et 155 épisodes. On y raconte les aventures d'un cambrioleur excentrique et de ses compagnons, dont le principal défaut est de se laisser berner facilement dès qu'une femme entre en jeu. Ces 20 minutes hebdomadaires sont en théorie familiales, et les scénarios sont rarement écrits avec sérieux. Seulement le film, lui, se veut plus adulte. Au début, il y a de l'action, du sexe et des courses-poursuites. Les tensions mettent à mal le groupe du cambrioleur, et puis, petit à petit, le film vire dans un délire science-fiction barré quand l'antagoniste pointe le bout de son nez. Voici ce que les Japonais découvrent dans le premier long animé des aventures de Lupin. Lupin, Edgar de la cambriole dans la deuxième VF, serait mort, jugé et pendu. Mort naturelle, c'est une consolation. L'inspecteur Tanigata, Tesco dans la première VF et Lacog dans la seconde, est pourtant persuadé du contraire. Cet homme, qui s'obstine à poursuivre Lupin, ou Edgar, ou Lupin, Et Vidocq. ou Vidocq, jusqu'à l'obsession, se rend en Transylvanie, où l'homme fut condamné pour vérifier son trépas. Eh bien, la Transylvanie, on leur confiera plus jamais un criminel à pendre, vu que Lupin, Edgar, Lupin et Vidocq est, conformément à l'instinct de Tanigata et Scott, ou la cogne, ou la poulaille, bien vivace. Celui-ci est justement très confus par sa propre mort officielle. Mais ce sera pour plus tard, car Fujiko, Margot dans la première VF et Magali dans la seconde, vient de lui proposer le vol d'une pierre philosophale pour le compte d'un homme mystérieux. Lupin voudrait bien savoir qui est le commanditaire de ce vol, tandis que ses acolytes Jigen, Dom-Dom dans la première VF et Goemon, Samouraï dans la première VF, s'agacent de voir le voleur s'attacher continuellement à Fujiko Margot Magali, créant tension entre les trois hommes. En effet, elle est très individualiste, trahissant à son gré Lupin pour rafler le pactole à elle seule. Profitant du surplus de liberté qu'offre l'avantage d'être un métrage cinéma, les frictions chez Lupin et les autres prennent une plus grande intensité. Les collaborateurs de Lupin, Jigen Dom-Dom Isodore la ficelle et Goemon Samouraï Yokitori, sont enclins à se disputer contre lui, parce que celui-ci a surtout envie de faire fornication sur Fujiko Margot Magali, ce qui amène à des scènes qui, hors Japon des 70s, provoquera rejet et dégoût pour des raisons tout à fait admissibles. Cette dépravation lui fait excuser ses trahisons à répétition, alors forcément, les deux acolytes de Lupin fulminent. Ce ne sera pas la seule fois que l'on verra ce genre de choses dans un Lupin, mais ce sera la seule fois où cette situation deviendra aussi dramatique. On est bien loin du coup du pouvoir de l'amitié dans les itérations les plus récentes. Les reproches que les deux compagnons de Lupin lui tiennent prennent le risque de se transformer en reproches mutuels. Ta gueule est hystérique au kung-fu. Forçant Lupin à prendre un choix drastique entre sa bande et Fujiko Margot Magali, ou aussi Barbara. Sa bite prendra la décision finale. De plus en plus préoccupé par le sort de Fujiko Margot Magali Barbara et de son affrontement avec le mystérieux contact de celle-ci, on ne verra pas Lupin Edgar Lupin Vidocq, Wolf, Rupin, Cliff et ses amis se réconcilier à l'écran comme dans toute histoire de séparation. Pour lui,
ils apaisent leurs différences et viennent lui porter secours. C'est dire que l'attachement que ses amis lui vouent est suffisant pour passer outre ses problèmes. Leurs retrouvailles se font sans commentaire, et tout est oublié. Il se révèle alors que Fujiko Magomagali Barbara travaille pour un homme disposant d'une grande puissance et de bien des moyens. C'est là qu'entre en scène Mamo. Mamo dans la première VF, et dans la seconde, Mamo aussi. Un seul nom pour les gouverner tous. Fujiko Magomagali Barbara a surtout un rôle de trophée que se disputent Lupin, Edgar, Lupin, Vidocq, Wolf, Cliff, Oh, fait chier. Fujiko a surtout un rôle de trophée que se disputent Lupin et le méchant. Elle apparaît également un peu plus cruche, puisqu'elle ne semble pas très bien saisir les enjeux de la confrontation. Mamo est aussi un cas rare de méchant lupanesque, éloigné de la quasi-intégralité des méchants unidimensionnels de la franchise. Dans les faits, Mamo reprend les caractéristiques de Pikal, un antagoniste apparu dans le deuxième épisode de la première série. C'est la Veste Verte de 1971. On a repris deux éléments déterminants. D'abord, le triangle amoureux entre Lupin, Pikal et Fujiko. Mamo convoite en effet Fujiko, dont il est tombé amoureux, ce qu'il justifie par l'intérêt qu'il porte à sa beauté, un intérêt qu'il prétend esthétique. Ensuite, on a repris l'usage par Pikal de méthodes similaires. Pikal réalise des tours de passe-passe qui lui vaut son surnom de magicien. Le doigt. Aidé par une formule qui le rend invincible, et une vitre transparente posée on ne sait pas trop comment dans les airs pour donner l'impression qu'il vole. Mamo, qui lui vole le coup de la vitre, est autant un prestidigitateur à grande échelle, spectacle financé par sa grande fortune. Le film étant plus ambitieux, ce spectacle qu'il met en place n'est pas là seulement pour impressionner ses ennemis, puisqu'il compte se faire passer pour Dieu. Ses moyens financiers, ainsi que l'apparence d'esthète amoureux des arts et des grands hommes historiques qu'il s'octroie, oui, le Japon a une certaine définition des grands hommes historiques, Bonjour monsieur, vous aimez les frites? le rend crédible dans sa folie des grandeurs. Mais il n'est pas un méchant classieux comme Pikal. C'est un petit être pathétique, dont le physique minable contraste avec ses ambitions démesurées et ses goûts élevés. Fujiko ne ressent pas grand chose pour le pauvre Mamo, incapable de l'impressionner malgré les déploiements de papillons et autres destructions mondiaux. Il ne peut que sombrer dans la jalousie, piégé par les mêmes désirs charnels que Lupin, au-dessus desquels il ne peut s'élever même en prenant la posture d'esthète. Ironie. Si Mamo se présente comme un être supérieur, il ne fait que simuler la grandeur. Il lui manque un petit quelque chose. Des lunettes à verre jaune. L'immortalité. Merde. À l'opposé, Lupin est plus terre-à-terre et rationnel. Il assume pleinement ses désirs envers Fujiko, et il affronte ses ennemis plus grands que nature par son simple refus de croire aux illusions de Mamo, alors que même celui-ci s'y laisse prendre. Notez à quel point Lupin ne se fie plus qu'à son intellect. Il n'use d'aucun gadget excepté des bricolages rapides. Pas de masque, de fumigène et autres chewing-gums explosifs. Il se débrouille avec ce qu'il a, c'est-à-dire pas grand-chose, réduit à l'humain normal mais débrouillard qui ne sera que rarement. Mettant d'autant plus en valeur cet affrontement du petit contre le gigantisme, on ira jusqu'à amener Lupin à affronter seul Mamo, là où le reste du temps, on affirme qu'il ne fonctionne qu'avec son groupe au grand complet. Ainsi commence cette grande opposition entre l'homme qui se veut Dieu et l'homme qui ne croit pas, car en plus d'être un film sur la fixette que Lupin fait sur Fujiko, c'est un film qui voit s'affronter deux philosophies de vie. Mamo et son mythe, mené par la richesse, le raffinement et ses ambitions de surhomme. Lupin et son rationalisme, avec son penchant pour le système D et la simplicité de vie. On croira à une lutte des classes, mais l'intrigue n'engageant jamais de commentaires dessus, c'est probablement irréfléchi. L'intention étant surtout de donner plus d'ampleur à Mamo. Ça marche. Et pour le coup du Lupin pendu au début de film, demandez-vous ? Eh bien, il ne lance que vaguement la question de si l'identité de Lupin que l'on suit est le véritable Lupin. Ça fait l'objet d'un rappel en milieu de film, puis c'est éventuellement résolu, mais le sujet n'est pas développé. Le but était de créer une accroche pour enclencher l'intrigue. Je finis par me demander si j'existe. Mais tranquillos, je vais régler ça. C'est une sorte de sous-intrigue parasite, mais qui a l'avantage d'être suffisamment rachitique pour laisser la place à l'intrigue principale. Tout de même, ça perturbe un peu le tout. Notez aussi qu'il y a une sous-intrigue satirique avec l'intervention des Américains. Justement, cet aspect satirique s'imbrique avec le chara-design grossier, déformé et cartoon. Son animation, loin de jouer sur une fluidité totale, préfère des poses dynamiques et énergétiques. En refusant, surtout pour les questions de moyens, une animation agréable à l'œil, ce Lupin s'inscrit dans la liste des films en marge à contre-courant. Le script est co-signé par Atsushi Yamatoya, scénariste qui est déjà présent dans la saga Lupin depuis la première série, responsable d'ailleurs de l'épisode sur Pikal. Quelle coïncidence.
on le connaît pour avoir coécrit La marque du tueur de Seijun Suzuki, film réagissant au cinéma de Yakuza avec des assassinats via la tuyauterie et des papillons. Mais outre ses scripts pour Pinku Eiga, grossièrement des films nippons avec un peu d'érotisme ou de la sexualité dessus. Il réalise 4 fois, dont Une poupée gonflable dans le désert, où un assassin est piégé dans un rêve fiévreux et étrange, en soi des films en marge. Cependant, certaines rumeurs prétendent que Yamatoya n'aurait pas écrit Le secret de Mamo, qui n'aura fait qu'approuver le script écrit par Soji Yoshikawa, réalisateur du film. Yoshikawa, c'est un scénariste chevronné de l'industrie de l'animation nippone, qui a d'abord commencé comme storyboarder, et il est présent depuis la première série Lupin. L'une des rares fois où il occupera le poste de directeur général, à part pour Lupin, ce sera pour la série Kirby de 2001. Oui, il est bien réalisateur et chef scénariste de Kirby. Maintenant vous connaissez le lien entre Lupin 3 et Kirby, ce qui vous permettra d'exceller dans les dîners mondains, si tant est qu'on ait digéré votre brillante comparaison entre Spiral Zone et Sisyphe. Que Soji Yoshikawa soit ou non seul auteur du script, Le secret de Mamo vient de gagner une affiliation avec un cinéma en marge et subversif. Cependant, ce n'est pas un film qui attaque les conventions d'un genre comme le faisaient Suzuki et Yamatoya, pas non plus d'expérimentation esthétique, ni de mise en scène particulière. Oui, en fait, ça n'a rien à voir. Yoshikawa introduit certes plusieurs croix dans le décor comme motif récurrent, mais en plus d'être circonscrit à la première demi-heure, ce n'est pas un symbolisme très profond. Ça se limite à Mamo veut devenir Dieu, donc croix. En plus des croix, le métrage expose multiples références qui se succèdent les uns à la suite des autres presque sans réelle pertinence. On commence sur Dracula, on continue avec Duel. Interruption raffinée avec un peu de Dali et de Kiriko, puisqu'on passe du monde terrestre bas de Lupin à celui qui se veut plus intellectuel chez Mamo. Puis on découvre que Mamo a l'apparence du Swan de Phantom of the Paradise. Enfin, retour au cinéma avec 2001. Que du film de genre. Oui, il y a une logique interne dans l'utilisation de ces clins d'œil, mais cet empilement de pastiche se cache à chaque détour du récit et de manière très affichée et assumée, mais sans avoir de rapport thématique avec l'intrigue. C'est balancé comme ça sans raison. Un peu comme dans un film pseudo-zaz où se télescopent plusieurs parodies les unes à la suite des autres, minus le slapstick et la dérision. Plus exactement, il n'y a pas de dérision à l'encontre des films cités, mais l'accumulation de ces références crée pour le film un second degré bien aidé par un style semi-cartoon, ce qui lui donne un aspect très désinvolte. C'est assez clair. Le film se coupe toute ambition d'être le film abouti que se donnera le château de Cagliostro, son cadet suivant. C'est un film qui se complaît dans le bis, avec ses hommages dans tous les sens et son tournant SF délirant. Cette impulsion vers le raté semble volontaire. C'est un coup monté par moi. Faisant de Mamo le représentant de l'esthétique dont Lupin se moque allègrement. Et qu'à voir comment il jure avec les peintures du 19e 20e que Mamo a reproduit grandeur nature pour son bon plaisir. Le film refuse d'être un film mature et accompli, s'ajoutant un tour érotique, armé d'un côté parodique et cartoon, qui met un peu de distance. Et là on touche à un paradoxe. Lupin est un film immature, mais il est aussi destiné aux adultes. C'est que le film s'inscrit tardivement dans un type de film qui, se destinant aux adultes, poussait les curseurs de ce qu'on n'avait encore jamais tenté en animation. La conséquence est que ce sont des films très libérés. Pour se simplifier la tâche, on en reste au Japon. Lupin suit plusieurs années après les Animérama, trilogie de films produits par Tezuka entre 69 et 73, qui versait dans l'expérimental tout en ayant un ton un peu plus régressif à l'occasion. Pour la plupart, ce sont des films où le sexe libéré s'est accompagné d'une sorte d'immaturité cathartique. Mais que ce soit par des gags cartoon ou par des effets expérimentaux, il y a au moins une certaine distance de la question, ce qui éloigne ces films de la pornographie. Comme dans les 2 premiers Animérama, Le secret de Mamo a ce petit côté immature. Sa version du héros est l'une des plus irresponsables et antipathiques du personnage. Lupin y est bien plus individualiste, il finit le film affrontant Mamo seul et non pas en groupe. La particularité, c'est que le sexe y est réduit. Point de pénétration avec du psychédélisme, juste une touche d'érotisme, et ce qui prend le pas par-dessus, c'est l'aspect SF et le surplus de références vers le chemin du film bis désinvolte et barré. Cependant, ce style érotico-comique se circonscrit aux années 70. Surtout, du haut de l'année 1978, les films d'animation nippon pour adultes étaient rares. Quelques-uns ont accompagné la sortie des films Animérama, mais leur succès n'a pas été au rendez-vous, et l'on est revenu très vite à des films plus familiaux. Sans le savoir,
Le secret de Mamo en aura peut-être été le dernier reflux dans le cinéma d'animation, l'orientation générale vers le public jeune adulte adolescent que prendra l'industrie juste après, empêchera d'autres tentatives du style. Et quand l'animation nippone a commencé via les OAV dans les années 80-90 à faire du porno Yamete Kudasai, la distance cartoonesque et immature avait disparu face à la bite. Était-ce lié à la fin de la contre-culture dans les années 70 ? Possible. C'est un autre sujet qui nécessiterait recherche sérieuse et rigoureuse. Nous, chez Écran Baveux, on a la flemme. De toute façon, le secret de Mamo venait bien après le pionnier Animerama, par rapport auquel il poussait moins fort le bouchon sexuello-expérimental. Il avait pour but de n'être qu'un bon divertissement et non un pavé dans la mare, et il n'a semble-t-il jamais provoqué quoi que ce soit dans ce sens. En définitive, le film devait être la base de la franchise que le château de Cagliostro allait détruire en apportant de la maturité au personnage de Lupin Edgar Lupin Vidocq Wolf Rupencliffe, lequel deviendra paradoxalement le codificateur de la franchise sur le long terme, tandis que le secret de Mamo finira comme élément subversif. Marrant, n'est-ce pas ? Mais le secret de Mamo est surtout la preuve que la franchise Lupin est une franchise transformable, qui peut prendre les variations qu'elle veut et toujours rester elle-même. Ça s'est étudié depuis, mais c'est ce qui a fait sa force à ses débuts, quand on passait le film Bis aux prairies de Miyazaki, puis au carnaval coloré et cartoon, et ainsi de suite. Le secret de Mamo brille par la façon dont il montre les relations entre ses héros. Il brille par son méchant pathétique, il brille et surtout esquinte, en se plaçant volontairement dans de la série B ou Z bien pour lui. Le film Spiral Zone en version japonaise a été retrouvé. 彼らはなぜもっと戦わなかったんだ。さて、ここからどうしたら出られる？そこで我々が待っているってわけさ。 C'est assez proche finalement.